Je n'aurais jamais cru que Noël, un jour que j'avais autrefois rempli de magie et d'amour, se terminerait ainsi, debout dans la neige, invisible dans la maison de ma propre famille. Il n'y avait pas de cadeau pour moi sous le sapin, pas même une carte. Juste ma belle-fille, Laetitia, un verre de vin chaud dans une main et un sourire venimeux aux lèvres. Tu as déjà bien plus que ce que tu mérites, lança-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai vu mon fils, Paul, détourner le regard. Pas un mot pour me défendre, pas même un signe de malaise. Juste le silence. Et ce silence m'a fait plus mal que tout le reste. J'ai balayé du regard leur salon magnifiquement décoré. Le feu crépitait dans la cheminée, des chaussettes de Noël étaient accrochées avec des étiquettes pour tout le monde, y compris pour leur chien Winston, mais pas pour moi. Pas pour la femme qui avait renoncé à l'entreprise de son mari pour financer cette vie parfaite qu'il menait. La femme qui avait passé 5 vacances de la Toussaint à dormir sur leur canapé-lit pour qu'ils puissent économiser sur la garde des enfants. J'ai dégluti difficilement, me suis levé lentement et j'ai boutonné mon manteau avec des doigts tremblants. Je crois que je vais y aller, ai-je dit doucement. Personne n'a bougé. Laetitia a levé son verre comme pour trinquer à mon départ. Bonne route. J'espère que les routes ne sont pas trop verglacées. Je n'ai pas pleuré, mon Dieu, je n'ai même pas scié. J'ai simplement marché jusqu'à la porte, ramassé le sachet de biscuits du commerce que j'avais apporté, il n'avait même pas été ouvert et je suis partie. La neige tombait, épaisse et lente, quand j'ai mis le pied dehors. Elle s'accrochait à mes cils, mais ne pouvait dissimuler la chaleur qui montait dans ma poitrine, une chaleur qui ne venait ni du froid, ni de la honte, mais de la lucidité. Je suis rentrée en silence, les mains tremblantes sur le volant pendant tout le trajet. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai appelé personne, je n'ai même pas prié. Je me suis juste repassé la scène, encore et encore, sa voix, suffisante et tranchante. Mon fils, sans colonne vertébrale et immobile. Les autres, prétendant que je n'étais même pas là. Mais ce ne sont pas les mots qui m'ont brisé. C'est la façon dont ils étaient tous d'accord, sans avoir besoin de le dire. En rentrant dans mon appartement, je ne me suis pas effondrée en sanglots. Je n'ai pas fait les 100 pas, ni bu, ni crié. J'ai accroché mon manteau, posé les biscuits sur le comptoir de la cuisine et me suis assise à la petite table près de la fenêtre. Je suis restée là, à regarder la nuit, les flocons de neige qui tourbillonnaient comme s'ils n'avaient nulle part où aller, tout comme moi. Et c'est là que ça m'a frappé. Je n'étais pas triste, pas vraiment. J'en avais fini d'être une pensée après coup, la babysitter gratuite, l'obligation enrobée de culpabilité qu'on sortait pour les fêtes et les déductions fiscales. J'étais devenue un porte-manteau avec un pouls à leurs yeux utile, silencieuse et de préférence invisible. Je leur avais tout donné, l'entreprise de mon défunt mari, mes économies, mes vacances, ma santé, et pourtant, j'étais encore de trop pour être aimée, de trop pour être respectée, mais jamais de trop pour être utilisée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise à cette table, 1 heure, peut-être plus, mais quand je me suis relevée, quelque chose en moi avait changé. Pas brisé, mais réarrangé. J'ai marché jusqu'au meuble où je gardais mes vieux journaux et j'ai sorti le verre. Celui de l'année où Richard est mort. À l'intérieur, il y avait une page sur laquelle il avait écrit une citation que j'avais l'habitude de sauter parce qu'elle me faisait trop mal. Le silence ne veut pas dire la faiblesse, il signifie qu'on observe plus longtemps avant de choisir ses batailles. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que la page devienne floue. Puis j'ai fait l'impensable. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai supprimé toutes les photos de cette soirée, chaque mensonge souriant est mis en scène. Ensuite, j'ai ouvert une nouvelle note et écrit une seule phrase. C'est la dernière fois que je m'en vais en me sentant insignifiante. Il pensait m'avoir réduite au silence, mais il ne savait pas que c'est dans le silence que je puise ma force. J'ai passé la majeure partie de cette nuit-là à fixer le plafond. L'appartement était froid à des endroits que je n'avais jamais remarqués, comme le sol sous la table de la salle à manger où mes pieds pendaient, ou cette partie de ma poitrine qui abritait autrefois l'espoir. Mais je n'ai pas pleuré, pas une seule fois. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les mains enflées et les articulations raides. La vieillesse est une chose curieuse. On s'habitue aux douleurs, aux grincements, aux trahisons de son propre corps. Ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à présent, c'est à quel point il était plus douloureux d'être trahi par son cœur. Je me suis préparé un porridge, celui que Paul aimait quand il était enfant, avec des raisins secs et de la cannelle. Je me suis assise à la petite table ronde de ma cuisine et j'ai essayé de manger, mais c'était comme avaler des regrets. J'ai jeté un coup d'œil à la photo sur mon frigo. Paul, le jour de sa remise de diplôme, les bras passés autour de Richard, tous deux rayonnants. J'étais celle derrière l'appareil photo, celle qui était toujours derrière. Je me suis levée, j'ai ouvert le placard et j'ai descendu la boîte d'archives en carton délavé qui contenait nos vieilles photos de famille.
Elle sentait la poussière, le papier et des souvenirs que je ne pouvais plus porter. Mariage, anniversaire, spectacle d'école, visite à l'hôpital. Chaque image ressemblait à une dette que personne n'avait l'intention de rembourser. Et soudain, j'ai su ce que je devais faire. À 10h15, j'ai conduit jusqu'aux archives municipales, le même petit bâtiment en briques où j'avais autrefois fait don des médailles militaires de Richard. La femme derrière le comptoir, Gloria, m'a reconnue. « Marguerite », dit-elle avec un doux sourire. « Qu'est-ce qui vous amène ? » « J'ai un don à faire, lui ai-je dit, en posant délicatement la boîte sur la table comme si elle contenait quelque chose de fragile. Des photographies de famille, toutes datées et légendées. Je veux qu'on se souvienne d'elle, même si ce n'est pas par ceux qui y figurent. Elle m'a regardé, puis a regardé la boîte, puis m'a regardé à nouveau. « Vous êtes sûr ? » J'ai hoché la tête. Ils ne savent pas ce qu'ils ont, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre les regardera et verra l'amour que j'ai donné. Quand je suis sortie de ces archives, quelque chose qui pesait sur ma poitrine depuis trop longtemps est resté derrière. Pas seulement les photos, mais la supplication, l'espoir silencieux et désespéré que peut-être la prochaine fois, il me verrait, peut-être que la prochaine fois, je compterais. Il n'y a pas de prochaine fois quand les gens font de votre silence une habitude. Je me suis retrouvée au parc, près de la rivière. Le vent était vif, mais je m'en fichais. Je me suis assise sur un banc et j'ai tout laissé remonter à la surface. Ce Noël où j'ai préparé 3 repas différents parce que Laetitia ne mange pas de gluten. Cet autre Noël où j'ai payé leur sapin parce que Paul disait que les temps étaient durs. Cet anniversaire où ils ont oublié d'appeler mais ont posté la photo d'un dîner au restaurant. Ils disaient que la famille, c'était l'amour, mais ce qu'ils voulaient dire, c'était « la famille, c'est ce que vous nous devez ». Et je payais cette facture depuis des années sans intérêt, sans gratitude, juste avec plus d'exigence. J'ai fermé les yeux. « C'est fini », ai-je murmuré au vent. Pas un cri, pas un vœu, juste la vérité. Le lendemain matin était calme, trop calme. C'était le genre de silence qui vous fait réaliser à quel point vous avez transporté de bruit juste pour vous sentir connecté. Pas de SMS, pas de messages vocaux, pas de fausses excuses enrobées de culpabilité. Juste l'immobilité. J'ai enfilé le vieux pull de Richard, doux et délavé avec des coudes usés, et je suis allée au café du coin pour prendre un café. Pas parce que j'avais besoin de caféine, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. La femme derrière le comptoir, Amélie, me demandait toujours comment allaient mes petits-enfants. Cette fois, j'ai souri et j'ai dit, « Je pense qu'ils vont bien, je ne saurais pas vraiment vous dire. » Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête comme si elle comprenait quelque chose de plus profond qu'elle ne le laissait paraître. Après ça, je me suis promenée dans le quartier. Les lumières de Noël brillaient encore sur chaque porche, mais l'éclat ne me piquait plus les yeux cette fois, car je n'attendais plus d'être accueillie. J'avais fini de frapper aux portes verrouillées. Je suis retournée au parc près de la rivière, attirée par le même banc comme s'il avait encore quelque chose à m'apprendre. C'est là que j'ai entendu une voix douce et familière derrière moi. « Marguerite !» Je me suis retournée et je l'ai vue Irène, de la paroisse. Elle était emmitouflée dans un épais manteau et tenait un sac de course en papier. « Je me disais bien que c'était vous, » dit-elle en s'approchant. « Ça va ?» J'ai voulu dire que j'allais bien, la réponse par défaut, mais cette fois, j'ai juste secoué la tête. Elle n'a pas insisté. Elle s'est simplement assise à côté de moi, sans y être invitée mais bienvenue en même temps. « J'ai un jambon en trop et nulle part où aller pour le nouvel an, » dit-elle après un moment. « Venez chez moi, on cuisinera trop, on rira un peu, on pleurera s'il le faut. » Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un me dise ça pas, vous devriez les appeler. Ni, il ne le pensait pas. Juste une invitation sans condition. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que le froid engourdisse mes doigts, puis elle m'a raccompagnée à ma voiture, sa main stabilisant doucement mon coude comme si je risquais de m'effondrer. Avant de nous séparer, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous savez, Marguerite, être gentille ne veut pas dire laisser les gens vous marcher dessus. Parfois, la plus grande gentillesse, c'est de dire « plus maintenant ». Je suis rentrée chez moi lentement. Ces mots résonnant dans ma poitrine plus fort que n'importe quel chant de Noël depuis des années. Ce soir-là, j'ai trouvé la pile de courriers non ouverts sur mon comptoir de cuisine, principalement des publicités, quelques factures, et une enveloppe épaisse de l'avocat qui s'occupait de la succession de Richard. À l'intérieur se trouvait un rappel qu'on m'avait autrefois fait confiance pour diriger, prendre des décisions, tenir notre avenir avec clarté et courage. Mais quelque part en chemin, j'avais abandonné tout cela au nom du devoir familial. Paul m'avait demandé de signer ces documents il y a 2 ans. « C'est juste pour simplifier les choses, maman. »
avait-il dit avec cette douce urgence que les enfants adultes utilisent lorsqu'ils vous pressent de faire quelque chose. Tu garderas le contrôle, c'est juste sur le papier. Et je l'avais cru. J'avais cru que l'amour signifiait la confiance, que la famille signifiait la protection. Mais les mots d'Irène avaient changé quelque chose. Plus maintenant. J'ai fouillé dans mon tiroir jusqu'à ce que je trouve la copie de ces documents, procuration, formulaire de transfert financier, des choses que je n'avais pas regardées depuis que je les avais signés. Et soudain, je n'en étais plus si sûre. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Mon esprit revenait sans cesse sur chaque décision que j'avais prise avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête. Chaque fois que j'avais dit oui pour faire la paix, pour finalement me sentir encore plus invisible. Au matin, j'avais un nouveau plan. J'ai appelé Irène. Tu connais un bon avocat? Il y eut une pause, puis sa voix, calme et forte, a dit « Je connais la meilleure, et elle travaille pro bono pour les gens qui se sont fait abuser. » J'ai noté le nom et l'adresse. Il était temps d'arrêter de laisser le silence protéger des gens qui ne me protégeaient pas. Il était temps de regarder ce que j'avais vraiment cédé et ce qu'il me restait à récupérer. Je n'ai pas apporté grand-chose au cabinet de l'avocate, juste une enveloppe craft et une vie entière à être trop conciliante. Elle s'appelait Maître Angèle Le Goff, et elle ne devait pas avoir plus de 35 ans, un regard perçant, direct, le genre de femme qui voit au-delà des politesses et droit à l'intention. Elle m'a accueilli, m'a offert un thé, puis a ouvert le dossier comme si elle savait déjà ce qu'elle allait trouver. Ceux-ci ont été signés il y a 2 ans, a-t-elle demandé en ajustant ses lunettes. Oui, mon fils a dit que c'était juste une simplification administrative. J'ai essayé de sourire, comme si cela ne me gênait pas encore de le dire à voix haute. Maître Le Goff a haussé les sourcils. Aviez-vous votre propre représentant légal présent? Non. Quelqu'un vous a-t-il expliqué la portée complète de ces documents avant de signer? J'ai hésité. Il m'a dit que c'était juste en cas d'urgence, et je voulais lui faire confiance. Je pensais que c'était normal. Maître Le Goff a tourné une page, puis une autre. Sa mâchoire s'est crispée. Marguerite, dit-elle doucement, ce n'est pas une simplification. C'est un transfert complet d'autorité. Une procuration. Oui, mais aussi un accès financier, un contrôle partagé des actifs. Elle a fait une pause. Vous avez cédé des droits conditionnels sur vos comptes de retraite et votre maison. Je la fixais. Au début, les mots ne m'atteignaient pas, puis ils m'ont frappé comme de l'eau glacée dans le dos. Il a dit que rien ne changerait, ai-je murmuré. Maître Le Goff s'est penché en avant. Pour être clair, c'est légal, mais c'est prédateur. Vous avez été induite en erreur, et j'ai vu cela trop de fois, la famille qui déguise le contrôle sous le nom de l'aide. Ce mot, aide. Combien de fois l'avais-je entendu? On veut juste t'aider, maman. Tu as de la chance qu'on t'aide. Si on ne t'aidait pas, qui le ferait? Il ne s'agissait jamais d'aide, il s'agissait de possession. Maître Le Goff n'a pas mâché ses mots. Vous avez été financièrement compromise, et si votre fils ou votre belle-fille le voulait, il pourrait vendre cette maison sous votre nez. J'ai serré mes mains fermement. Mais j'ai déménagé. Je vis dans un appartement maintenant. Maître Le Goff a cligné des yeux. Vous n'êtes pas propriétaire de cet appartement. Vous êtes toujours enregistrée comme résidente de votre ancienne maison, et vos comptes bancaires sont toujours liés. J'avais l'impression d'avoir le souffle coupé. Je leur avais tout donné, les bénéfices de l'entreprise de mon mari, mes économies, ma confiance, et ils en avaient fait un levier. Je n'étais pas de la famille pour eux. J'étais une faille dans le système. Maître Le Goff a poursuivi. Nous pouvons contester cela. Cela prendra du temps et des documents, mais nous pouvons commencer à vous séparer de cet accord et à réaffirmer votre indépendance. J'ai hoché la tête lentement, non pas parce que je comprenais tout, mais parce que je comprenais assez. En sortant, Maître Le Goff m'a remis une liste de contrôles. Commencez ici, nouveau compte bancaire, redirection de la retraite, facture de service public à votre seul nom. C'est fastidieux, mais c'est le début de la reconquête de votre nom. Ce mot pesait lourd dans ma poitrine. Reconquérir mon nom. Je suis rentré en silence, un silence qui n'était plus solitaire, juste clair. En entrant, mon téléphone s'est allumé avec un appel manqué de Paul. Un autre message vocal, sans doute une autre version de Reviens, c'est tout. Pas une seule fois il n'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il n'avait dit « Je suis désolé ». Au lieu de ça, tous ces messages sonnaient comme quelqu'un d'agacé que son outil ait disparu. Pas une mère, un outil. Ce soir-là, j'ai siroté un thé avec Irène dans son salon.
Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé chez l'avocate, elle a juste attendu. Finalement, je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle a secoué la tête. J'avais le sentiment que je ne voulais pas le dire, mais Marguerite, je t'ai vu disparaître dans ta propre vie. Mais maintenant j'avais une liste, une avocate, une amie, et un nom que j'étais prête à reconquérir. Je n'étais plus leur petit fardeau silencieux. J'étais une femme en train de reconstruire ses fondations, brique par brique douloureuse. Le lendemain matin, je n'ai pas repoussé mon réveil. Je n'ai pas fixé le plafond en me demandant si je devais appeler Paul. Cette voix, celle qui me chuchotait autrefois, sois la plus intelligente, c'était enfin tu. Au lieu de ça, je me suis habillée avec un jean et mon pull gris préféré. J'ai attrapé la liste de Maître Le Goff, et je suis entrée directement dans la banque comme si j'avais encore un nom qui signifiait quelque chose. J'avais fini d'attendre la permission de posséder ma vie. Il a fallu près de 2 heures pour tout expliquer, pour prouver qui j'étais, pour montrer que je ne fusionnais pas de comptes ou ne rationalisais pas mes finances. Je me démêlais d'une toile dans laquelle je n'aurais jamais dû me laisser prendre. La banquière était aimable mais prudente. Vous comprenez que l'ouverture d'un nouveau compte changera la façon dont votre pension et vos virements sont gérés, a-t-elle demandé. C'est l'idée, ai-je dit simplement. Elle a fait une pause. Souhaitez-vous inscrire un titulaire de compte secondaire? J'ai secoué la tête. Plus maintenant. Elle a hoché la tête une fois. Puis s'est mise au travail en silence. À midi, ma pension était redirigée. À 14 heures, j'avais une carte de débit à mon nom et un reçu papier montrant la première somme d'argent qui était vraiment à moi depuis des années. Personne ne pouvait le voir, mais à l'intérieur, quelque chose se tenait plus droit, plus ferme, comme si ma colonne vertébrale s'était souvenue qu'elle avait un but. J'ai quitté la banque et je suis allée juste à côté, au petit café qu'Irène aimait. Nous partagions toujours un thé ici après la messe, et aujourd'hui, j'avais plus que jamais besoin de sa stabilité. Elle était déjà assise près de la fenêtre quand je suis arrivée, son écharpe drapée sur la chaise comme un signe de bienvenue. Je l'ai fait, lui ai-je dit en m'asseyant. Nouveau compte, ma pension est de nouveau à moi. Elle a souri, pas un grand sourire, pas de manière théâtrale, juste chaleureusement. C'est bien, dit-elle en me versant du thé. Je me sens coupable, ai-je avoué, et en colère et soulagée, tout à la fois. C'est normal. Irène s'est penchée en arrière et m'a regardé attentivement. Tu leur as tout donné, et ils ont pris plus encore. Tu as le droit de ressentir tout ça. Nous sommes restés en silence un moment avant qu'elle ne demande. Tu le leur as dit? Non, ai-je dit. Ils ne méritent pas de connaître chaque étape. Ils n'appelaient que quand ils avaient besoin de moi. Je peux garder la même énergie. Elle a ri. Voilà la Marguerite que je connais. J'ai souri aussi, mais mon sourire s'est vite estompé parce que je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'il disait dans mon dos depuis tout ce temps. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je le découvre. Ce soir-là, en pliant le linge, j'ai reçu un SMS d'une amie de la paroisse. Tu as vu ce que Laetitia a posté? Non, mais j'ai regardé, et c'était là, sur son fil de réseaux sociaux, niché entre des photos de brunch et de leur salle de bain rénovée. S'occuper des personnes âgées n'est pas une bénédiction, c'est un fardeau dont personne ne vous prévient. Un peu de gratitude serait la bienvenue de temps en temps. Mes mains se sont crispées avant même que je ne m'en rende compte. Elle ne m'avait pas identifié. Elle n'en avait pas besoin. Tous ceux qui nous connaissaient feraient le lien. Tous ceux qui me souriaient dans les bancs de l'église, qui avaient apporté des quiches quand Richard est décédé, qui demandaient des nouvelles de ma belle famille, ils verraient ça et se demanderaient ce que j'avais fait pour mériter ça. C'était destiné à m'humilier, silencieusement, publiquement, et j'avoue que ça a fonctionné pendant 5 minutes entières, jusqu'à ce que je me souvienne de quelque chose. Je ne leur appartenais plus. Je ne devais pas le silence à des gens qui l'utilisaient comme un bouclier. J'ai fermé l'application, posé mon téléphone face contre la table, et ouvert mon journal. C'est là que les mots sont venus, stables et clairs, comme s'ils avaient attendu depuis toujours. Je ne reviendrai pas pour être le fardeau de qui que ce soit. Je revendique ma dignité. J'ai souligné 2 fois, puis j'ai écrit une autre chose en majuscule. Personne qui vous aime ne devrait vous faire sentir petite. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé. J'ai dormi comme quelqu'un qui se souvenait enfin où résidait sa valeur. Le lendemain matin, je n'ai même pas jeté un coup d'œil à mon téléphone. Je n'avais aucune appétence pour les mensonges filtrés ou la sympathie de façade. Ce dont j'avais besoin, c'était de papier, d'encre et de preuves. Je me suis habillée, j'ai préparé un thé noir assez fort pour réveiller un mort, et j'ai sorti le petit dossier accordéon que Maître Le Goff m'avait donné, intitulé « Phase de documentation ».
J'avais passé des années à garder des reçus pour les courses, des cartes d'anniversaire, des factures que je payais en leur nom, pensant que ça faisait juste partie du rôle d'une bonne mère. Maintenant, je réalisais que je finançais tranquillement ma propre disparition. Maître Le Goff m'avait prévenu. Si nous voulons contester le contrôle financier, nous avons besoin d'un dossier, d'une chronologie froide et nette. Alors je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait ce que j'avais fait pour tout le monde toute ma vie. J'ai tenu les comptes. Relevés bancaires où mon nom était absent, factures de services publics transmises à leur domicile, documents signés que je me souvenais à peine avoir lus, une copie de l'acte de vente de l'entreprise de Richard pour financer le rêve de Paul, aucun remboursement, pas même un accusé de réception. Et puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un document notarié daté de 6 mois après mon déménagement, nommant Paul et Laetitia comme occupants autorisés de la maison. La maison que j'avais passé 40 ans à transformer en foyer, celle qu'ils juraient que je possédais encore techniquement. Ce n'était même pas la tromperie qui me brûlait, c'était l'audace d'utiliser mon nom pour prendre le contrôle et ensuite me présenter comme le fardeau. À midi, j'avais une pile de paperasse d'un bon centimètre d'épaisseur. Tout cela se résumait à une dure vérité. J'avais été trompée, non seulement émotionnellement, mais financièrement, légalement, systématiquement. Et pourtant, ils s'attendaient à ce que je continue à me présenter avec des sourires chaleureux et des biscuits du commerce. Plus maintenant. J'ai tout rangé dans un dossier étiqueté, récupération de succession, Marguerite à Durand, et je l'ai apporté au bureau de Maître Le Goff. Elle n'a pas semblé surprise, juste triste. Vous avez été généreuse, dit-elle après avoir parcouru les documents. Et il comptait sur votre silence pour garder le contrôle. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Eh bien, je ne suis plus silencieuse. Elle a souri un tout petit peu. Vous avez déjà fait la moitié du travail. Les prochaines étapes sont les dépôts légaux et la notification à toutes les agences connectées. Une fois votre pension sécurisée et vos comptes bancaires indépendants, nous pourrons commencer à séparer entièrement votre nom de leur foyer. Voilà, séparer. Le mot semblait lourd et sacré. Pas solitaire, mais propre. Maître Le Goff m'a donné un formulaire à signer, une contestation formelle pour révoquer la procuration. Il était long, verbeux, plein de jargon juridique, mais une ligne est restée avec moi. La sujette ne consent plus au contrôle fiduciaire familial sur la base d'une influence indue. C'est sous cela que j'avais vécu, une influence indue. J'ai signé, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une mère ou une grand-mère ou la vieille responsabilité de quelqu'un. Je me sentais comme une femme qui se souvenait qu'elle était une personne entière avant d'être le quelque chose de quelqu'un. En quittant le bureau de Maître Le Goff, mon téléphone a vibré. Message vocal de Paul, encore. Je ne l'ai pas écouté, je n'en avais pas besoin. Il disait probablement la même chose qu'il avait dit une douzaine de fois au cours du dernier mois. Reviens, c'est tout, tu fais du cinéma. Mais ce n'était pas du cinéma. C'était une déclaration. Ce soir-là, Irène est venue dîner. Elle a apporté de la soupe et des histoires. Nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant le vent secouer les arbres nus, sirotant dans des tasses dépareillées comme deux adolescentes jouant aux adultes. À un moment donné, elle m'a regardée et a dit « Tu sembles plus légère ». J'ai lâché prise, ai-je dit simplement. Sur eux. J'ai secoué la tête. Sur le besoin qu'ils se soucient de moi. Elle a hoché la tête. C'est la partie la plus difficile. J'ai regardé par la fenêtre. Mon reflet me fixait, doux et ferme à la fois. Je n'ai pas besoin qu'ils se soucient de moi, ai-je dit. J'ai juste besoin qu'ils sachent que je n'ai plus peur. Et je le pensais. La semaine suivante s'est écoulée comme un orage silencieux. Un mouvement constant, un changement grondant, personne ne réalisant vraiment à quel point les choses bougeaient sous la surface. Je travaillais toujours à la bibliothèque 2 jours par semaine, rangeant des livres de poche, triant les retours, préparant du thé dans la salle du personnel. Il y avait quelque chose de curatif dans cet ordre. Pas de chaos, pas de culpabilité, pas de silence passif-agressif, juste des noms classés par ordre alphabétique et des histoires exactement là où elles devaient être. Ma propre histoire commençait à peine son 2e chapitre. Puis est venu le jour qui m'a dit qu'ils avaient remarqué. Cela a commencé par un appel téléphonique, pas de Paul, mais d'Élodie, une femme que je connaissais depuis des années par le biais des kermesses de la paroisse et des repas partagés. Elle avait cette voix que les gens utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à dire quelque chose qui va faire mal mais jurent qu'ils le font pour votre bien. Marguerite, tu as vu le dernier post de Laetitia? Mon estomac s'est noué. J'ai arrêté de regarder. Il y a eu une pause. Je pensais que tu devrais peut-être savoir que les gens commencent à poser des questions. La curiosité m'a piqué.
Alors j'ai ouvert mon téléphone, cliqué sur la petite icône bleue familière, et c'était là. Les gens pensent que les grands-parents sont des babysitters intégrés. Ils ne voient pas le sacrifice, le poids émotionnel, les demandes constantes. S'occuper du passé de quelqu'un tout en construisant son propre avenir est épuisant. Parfois, l'amour ressemble à une facture que personne ne prévoit de payer. La légende se trouvait sous un selfie parfaitement filtré de Laetitia tenant un verre de vin sur leur terrasse, les pieds relevés, Paul en arrière-plan faisant griller quelque chose pour une soirée en famille. Les commentaires étaient pires. OMG, je comprends tellement. Prendre soin des autres est si ingrat. Tu es si forte. Certaines personnes vident juste la joie de vivre. C'est à propos de ta mère? Cette femme a toujours eu l'air intense. Mon nom n'était pas là, mais mon ombre y était. J'ai fixé cet écran pendant un long moment, non pas parce que cela me surprenait, mais à cause de ce qui ne me surprenait pas du tout. J'avais passé des années à me contorsionner dans des formes silencieuses juste pour éviter ce moment précis. Et c'est arrivé quand même. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai répondu non pas publiquement, mais en vérité. Je me suis assise, j'ai sorti un stylo et du papier, et j'ai écrit une lettre à Laetitia. Pas pour la convaincre, pas pour argumenter, mais pour parler clairement. Tu ne me dois pas d'amour, mais tu me dois l'honnêteté. Si tu t'es déjà senti vraiment accablé par ma présence, tu avais tout à fait le droit de le dire. Au lieu de cela, tu as choisi la performance plutôt que la conversation, la pitié plutôt que la vérité, et la pitié empoisonne le puits plus vite que la haine. J'ai porté le poids de 3 générations pour que tu puisses construire ta version d'une famille. Si c'est trop gênant de s'en souvenir, alors oublie-moi complètement, car moi, je me suis souvenu de moi-même. J'ai scellé l'enveloppe. Je n'ai pas signé avec amour, maman, ou cordialement. Juste mon nom, Marguerite Durand. Parce que je ne suis plus un personnage dans leur version de l'histoire. Je l'ai posté le lendemain matin, puis je suis retournée à la bibliothèque et j'ai rangé la section des autobiographies avec un étrange sentiment d'ironie poétique. À midi, mon avocate avait déposé le dernier lot de documents. Séparation de la succession, notification légale et réversion des actifs. Maître Le Goff m'a appelé avec une simple mise à jour. C'est maintenant officiel. Vous êtes indépendante. Ce mot a résonné plus fort que les cloches d'une église. Indépendante. Ce soir-là, je me suis versé une tasse de thé, j'ai sorti mon journal et j'ai écrit une ligne. Le feu qu'ils ont allumé derrière moi ne m'a pas brûlé. Il a brûlé le pont que je traversais à 4 pattes pour mendier des miettes. Je ne traverse plus ce pont. Je ne frappe plus à cette porte. Et je ne pose plus de questions qui ont déjà trouvé leur réponse à travers des années de silence. Ce que je fais maintenant, c'est vivre sobrement, tranquillement, librement. Et tranquille ne veut pas dire oublier. Cela signifie qu'ils entendront l'écho de mon absence chaque fois qu'ils appelleront et que je ne répondrai pas. C'était un jeudi lorsque j'ai réécrit mon testament. Il n'y a eu aucune cérémonie, aucune main tremblante, juste moi, un gilet chaud, et une profonde compréhension que rien dans cette vie n'est dû à ceux qui ont échangé l'amour contre un levier de pouvoir. J'avais réservé une petite salle au bureau du notaire local. Ça sentait le café et les vieux classeurs. Approprié, en fait. C'est dans ce genre d'endroit que les vrais changements se produisent, pas dans de grands discours ou des scènes dramatiques, mais ici, à un bureau en stratifie sous des néons, où la vérité est signée à l'encre noire. Le notaire a disposé les documents avec soin. Ceci révoquera tout arrangement antérieur, a-t-il expliqué, et vous êtes libre de nommer vos nouveaux bénéficiaires comme vous l'entendez. J'ai hoché la tête, calme comme de l'eau dormante. La première ligne disait « Acquis de droit, le testament suivant reflète les volontés de Marguerite Anne Durand, saine d'esprit et en pleine possession de ses moyens juridiques. » J'ai parcouru chaque ligne lentement. Maître Le Goff avait bien fait les choses. Le nom de mon fils n'y figurait nulle part, ni celui de Laetitia. Ils avaient déjà hérité de suffisamment de moi de mon vivant. Mon temps, mon argent, ma volonté de rester petite pour qu'ils puissent se tenir plus grands. Maintenant, ils ne recevraient rien de ce que j'avais reconstruit. À la place, j'ai tout légué à 2 endroits, le foyer pour femmes du département, où je faisais du bénévolat avant que Richard ne tombe malade, et ma petite fille, Émilie Durand, qui m'avait un jour murmuré, le jour de ses 12 ans, « J'aime mieux te parler à toi qu'à n'importe qui d'autre. » À l'époque, j'avais pensé qu'elle était juste gentille. Maintenant, je vois qu'elle était la seule à m'avoir jamais vraiment regardée comme une personne entière. Maître Le Goff a fait une pause quand je lui ai rendu le stylo. « Vous êtes sûr? » « Oui, » ai-je dit sans hésitation. Ils aimaient mon argent plus que moi. Ce n'est pas de l'amour. Le notaire a tamponné la dernière page.
Le son a résonné comme une porte qui se ferme. Quand je suis sortie, le vent a attrapé mon écharpe et l'a enroulée autour de mon cou comme une bénédiction. Le ciel était gris, l'air humide, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je suis allée au café en bas de la rue et je me suis acheté une madeleine au citron et une tasse de camomille. Je me suis assise près de la fenêtre, sans me presser, et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi non pas comme une punition, mais comme une récompense. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'Émilie. « Mamie, pourquoi as-tu disparu ?» J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Elle ne faisait pas partie de ce gâchis, mais elle y était empêtrée, une victime silencieuse de la manipulation des adultes, de loyauté déchirée, de jugements chuchotés à table. Elle était trop jeune pour comprendre. J'ai répondu, « Je n'ai pas disparu, ma chérie. J'ai juste arrêté de me montrer là où j'étais seulement tolérée. Pas chérie. Je suis toujours là. Quand tu seras prête, je t'attendrai avec du thé et du temps. » Elle a répondu avec un seul emoji, un cœur. C'était suffisant. Après cela, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai écrit dans mon journal. Mon silence n'est plus leur confort. Il est mon armure. Pendant des années, je me suis tue pour maintenir la paix. Mais une paix qui exige de s'effacer soi-même, ce n'est pas la paix, c'est du contrôle sous un masque poli. Maintenant, je ne demande pas s'ils me manquent, parce que je sais ce qui leur manque. Ils regrettent la version de moi qui répondait à chaque appel, réparait chaque gâchis, signait chaque papier avec une confiance aveugle. Je ne leur manque pas, c'est l'accès à moi qui leur manque. Et maintenant que c'est fini, qu'ils restent assis dans le silence. Le dimanche de Pâques est arrivé comme n'importe quel autre jour, calme, nuageux, immobile. Mais je ne m'habillais pas pour l'église. Je n'apportais pas de plat sur la table de qui que ce soit. Je mettais mon plus beau manteau, celui dont Richard disait qu'il me donnait l'air de diriger la ville. Et peut-être que d'une petite manière, maintenant, c'était le cas, car aujourd'hui, je n'allais pas être passive. Aujourd'hui, je livrais la vérité. J'ai glissé une enveloppe épaisse dans mon sac à main. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il pensait que je n'aurais jamais la force ou la lucidité de faire. Une révocation notariée de la procuration, la confirmation légale de ma séparation financière et résidentielle, une copie de mon testament mis à jour, et une lettre manuscrite détaillant chaque acte de trahison, des documents cachés aux publications condescendantes, jusqu'au silence suffisant lorsque j'ai quitté la maison ce soir de Noël. Je ne l'ai pas écrite pour la réconciliation, je l'ai écrite pour la clôture. Plus de suppositions, plus de peut-être. Il ne savait pas à quel point ça faisait mal. Maintenant, il le savait. Je me suis garée à 2 maisons de là. Je ne voulais pas être vue. Je ne voulais pas de confrontation. Je voulais la finalité. L'allée était pleine, bien sûr un brunch de Pâques, sans aucun doute. Laetitia avait probablement fait sa tarte au citron, et Paul aurait acheté du jambon pré-tranché en essayant de le faire passer pour son propre effort. Un instant, j'ai failli rire à l'image d'eux. Sirotant du champagne pendant que cette enveloppe reposait comme une mèche dans le couloir. Quelque chose de froid et de satisfait s'est déployé en moi. J'ai monté l'allée à pas de loup, j'ai glissé discrètement l'enveloppe dans la fente entre la porte et le cadre, et je suis reparti sans me retourner. Qu'ils l'ouvrent quand la fête sera terminée. Qu'ils lisent chaque ligne et réalisent que je n'avais pas seulement quitté leur maison, j'avais quitté leur emprise sur moi. Le temps que je rentre chez moi, je tremblais non pas de peur, mais d'adrénaline. Irène a appelé plus tard dans la soirée. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. Je l'ai fait, ai-je dit, la voix stable. Je leur ai donné la dernière chose que je leur donnerai jamais. Elle n'a pas demandé ce que c'était, elle a juste murmuré, « Je suis fière de toi. » Je me suis assise sur mon canapé, regardant le coin vide où leur portrait de famille était accroché. Je les avais enlevés des semaines auparavant, non pas par colère, mais par libération. Il y a une différence entre couper les ponts et réaliser que certains n'étaient maintenus que par votre volonté de porter le poids. J'ai fait du thé et j'ai ouvert ma fenêtre. Les cloches de l'église sonnaient faiblement au loin, me rappelant que la résurrection n'appartenait pas seulement à Jésus. Certains d'entre nous ressuscitaient leur amour-propre. J'ai ouvert mon journal. Ils ne pourront jamais dire que je suis partie sans leur dire pourquoi. Ils n'ont simplement jamais cru que je le pensais vraiment. Plus tard dans la nuit, mon téléphone s'est allumé, Paul. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas laissé de message vocal, bien sûr que non. Son silence a toujours été plus fort que sa culpabilité. Mais je savais qu'il avait lu la lettre. Comment ? Parce qu'à 23h47, Laetitia a posté une citation sur son fil d'actualité. Certaines personnes déforment la narration pour jouer les victimes. Rappelez-vous juste qui était là quand il n'avait rien.
Pas de contexte, pas de nom, mais je savais. Et pour une fois, je ne me suis pas senti blessée, je me suis senti confirmée. Quand la vérité menace leur image, ils ne se corrigent pas. Ils vous salissent, espérant que la tâche s'étendra assez pour couvrir leur propre pourriture. Mais cette fois, je ne me précipitais pas pour m'expliquer. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas envoyé de SMS à Émilie pour demander ce qui se disait, parce que je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot. Je l'avais déjà livré avec une signature, et désormais, s'ils veulent me trouver, ils devront traverser un silence qu'ils ont créé, et ce ne sera pas moi qui le briserai. 3 jours après Pâques, il est venu. J'étais à la bibliothèque, à mi-chemin du rangement d'une pile de biographies historiques, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi avec un claquement sec, plus fort que nécessaire. Je ne me suis pas retournée tout de suite, mais je l'ai senti, cette vieille pression qui s'installait entre mes épaules chaque fois que Paul entrait, en colère et se croyant tout permis. Maman, il ne l'a pas dit gentiment. Il l'a dit comme un avertissement. Je me suis retournée lentement. Il était là, mon fils, 41 ans, le visage rouge, les narines dilatées, s'habillant toujours comme un homme qui croyait que le monde lui devait la grâce simplement pour s'être réveillé le matin. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il ne s'est pas assis. Il a juste aboyé. Tu dois annuler cette folie. J'ai cligné des yeux, gardant ma voix égale. Quelle partie exactement? Tu essaies de nous punir comme une martyre. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il lancé, brandissant une copie froissée de ma lettre. Tu as laissé ça comme une mine. Laetitia était en larmes. J'ai failli rire. Laetitia en larmes? Imaginez ça, la femme qui s'était moquée de mes chaussures usées devant Émilie parce que mamie ne sait pas s'habiller pour son âge. J'ai posé doucement le livre que je tenais sur le chariot. Si Laetitia est en larmes, c'est sûrement parce qu'elle réalise que je pensais chaque mot. Paul s'est approché d'un pas. Tu nous as fait passer pour des monstres. J'ai gardé ma voix stable. Non, Paul, vous avez agi comme des monstres. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Ça l'a achevé. Il est devenu plus rouge, sa voix baissant, devenant basse et tranchante. Tu n'as pas le droit de tout nous enlever et d'agir comme si c'était juste. J'ai croisé les bras. Tu n'as pas le droit de réécrire ce que tu n'as jamais respecté. Autour de nous, la bibliothèque était silencieuse. Les quelques clients à proximité gardaient la tête baissée, mais je savais qu'ils écoutaient. Tant mieux. Qu'ils entendent comment les fils parlent aux femmes qui ont bâti leur monde à partir de rien d'autre que des quiches, des bouches cousues et de trop nombreuses secondes chances. Il m'a pointé du doigt, la main tremblante. On s'est occupé de toi. On t'a incluse. Et maintenant, tu nous fais passer pour des abuseurs. Mon rire est venu vite, trop vite. Vous avez pris ma maison. Vous avez pris mes comptes. Vous m'avez fait signer des choses que je ne comprenais pas et vous avez appelé ça de l'amour. Tu as laissé ta femme m'humilier dans mon propre salon, et tu te tiens là, en colère parce que j'y ai enfin mis un terme. Il a reculé, choqué, comme s'il n'avait pas réalisé que je pouvais encore parler. J'ai pris une inspiration, vive et nette. Laisse-moi être clair, Paul, je ne suis pas ta dépendante. Je ne suis pas ton héritage. Je ne suis pas un substitut pour ta culpabilité, et je ne reviendrai pas. Il est resté là, abasourdi. Puis, comme toujours, il a essayé la plus vieille carte de son jeu. Il a baissé la voix, la forçant à trembler. Alors c'est ça? Tu nous rejettes juste pour quelques malentendus? Mes mains n'ont pas tremblé quand j'ai répondu. Non, mon fils, je me libère, et j'espère qu'un jour tu comprendras la différence. Je me suis détournée, tout simplement, parce que je n'avais pas besoin d'en dire plus. Je lui avais déjà donné des années de silence, de sacrifice et de fierté ravalée. C'était la première chose que je disais qu'il atteignait vraiment. Il est parti sans un autre mot, et je suis restée là, le dos droit, les mains calmes. Plus tard, une des jeunes bibliothécaires m'a passé un post-it avec un doux sourire. Il disait « Vous êtes plus forte que votre famille n'a jamais mérité ». Je l'ai plié et l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Ce soir-là, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit. Il est venu en s'attendant à l'ancienne moi, courbée, incertaine, à moitié en train de s'excuser. Mais la nouvelle moi se tenait déjà debout, et elle n'allait plus jamais s'effacer. Je pensais que la confrontation à la bibliothèque serait la fin, mais quand ils ont réalisé que le contrôle leur échappait, les gens comme Laetitia ne lâchent pas prise, ils lancent l'offensive. 3 jours plus tard, je me suis réveillée avec un téléphone qui vibrait, 3 appels manqués, 2 messages d'Irène. « Salut, tu devrais peut-être regarder Facebook », et un email du conseil paroissial avec pour objet « Message préoccupant de Paul et Laetitia Durand ».
Je n'ai même pas sourcillé. J'ai d'abord ouvert Facebook. C'était là, une publication de Laetitia, longue, verbeuse, tout en minuscules, comme si elle pensait que la mise en forme la faisait paraître humble. Ça nous brise le cœur de voir comment la division peut s'infiltrer même dans les familles les plus unies. Certaines personnes réécrivent le passé pour excuser leur absence dans le présent. Tout ce que nous avons toujours essayé de faire, c'est aider. Tout le monde ne veut pas être aidé, j'imagine. En dessous, une photo d'elle et de Paul avec Émilie, souriant, tous vêtus de couleur pastel, brunch de Pâques, recadré juste comme il faut. On n'aurait jamais deviné que quelques jours auparavant, j'avais livré la seule lettre qui avait démantelé leur illusion de contrôle. Puis l'email du secrétaire de la paroisse. Marguerite, je suis sûre que c'est un malentendu. Paul et Laetitia disent qu'ils s'inquiètent pour votre bien-être, et ils ont demandé si nous pouvions organiser une visite hebdomadaire de quelqu'un. Bien sûr, nous ne voudrions jamais nous imposer, mais veuillez nous faire savoir si vous allez bien. Je me suis adossée à ma chaise, laissant les mots s'installer. Ils essayaient de renverser le scénario, de me peindre comme instable, isolée, une pauvre femme âgée qui avait perdu le cap. Ils ne ripostaient pas, ils étaient inquiets, assez inquiets pour me bloquer du compte de l'école d'Émilie, assez inquiets pour me présenter publiquement comme amère, assez inquiets pour murmurer à huis clos que maman n'est plus elle-même. Mais voilà le truc avec le silence. Quand on arrête d'essayer de se défendre, les gens commencent à écouter ce qu'on ne dit pas. Je n'ai pas répondu à l'email, je n'ai pas fait de publication, je n'ai pas donné ma version des faits dans la section des commentaires. Au lieu de cela, j'ai appelé la presse locale, non pas pour les exposer, mais pour raconter ma propre histoire. La journaliste était une jeune femme nommée Claire, qui avait récemment lancé une série d'articles intitulée « Deuxième souffle », portrait de femme après 60 ans, force retrouvée après la trahison, la réinvention ou la perte. Elle a écouté, elle n'a pas interrompu. Et quand j'ai eu fini, elle m'a regardé avec une sorte de révérence que je n'avais pas l'habitude de recevoir. « Seriez-vous d'accord pour faire un témoignage vidéo ?» a-t-elle demandé. « Nous pouvons protéger votre nom, mais votre histoire pourrait vraiment aider d'autres personnes. » J'ai hoché la tête, non pas par vengeance, mais par clarté, car je savais que si je ne le disais pas à voix haute, sincèrement, calmement, indéniablement, il continuerait à contrôler le récit. La vidéo a été diffusée une semaine plus tard, juste un clip de 5 minutes, en noir et blanc, moi assise dans mon salon. Pas de drame, pas de larmes, juste ceci. Quand les gens disent la famille d'abord, ils parlent rarement de l'aîné. Ils veulent dire ceux qui sont assez bruyants pour être entendus. Mais le silence ne veut pas dire la faiblesse. Il signifie que j'ai pris le temps de réfléchir avant de partir. Et une fois partie, je ne suis pas revenue en arrière. Elle s'est propagée plus loin que je ne l'avais prévu. J'ai reçu des lettres, des mots dans mon courrier de femme dans des situations similaires. Une femme m'a envoyé un marque-page fait main qui disait « Tu ne leur manques que lorsqu'ils ne peuvent plus t'utiliser ». 2 dimanches plus tard à l'église, les mêmes personnes qui autrefois faisaient écho au récit empreint de pitié de Laetitia me souriaient maintenant avec quelque chose qui ressemblait plus à des excuses. Irène s'est penchée vers moi pendant le dernier cantique. « Ils ont essayé de ruiner ta réputation », a-t-elle murmuré, « mais tu t'en es donné une plus forte. » Cette nuit-là, j'ai écrit. Quand ils ne pouvaient plus me contrôler, ils ont essayé de contrôler l'histoire. Mais mon silence en disait plus que leur calomnie n'en dirait jamais. Et j'ai souri, pour de vrai cette fois. C'est le premier jeudi de mai que l'on a frappé. Je n'attendais personne, le facteur ne frappe pas, pas de livraison si tard. J'ai fait une pause, mon livre à moitié sur mes genoux, puis je me suis levée et j'ai ouvert la porte prudemment, silencieusement. Elle était là, Émilie, 16 ans maintenant, plus grande que dans mon souvenir, ses boucles brunes attachées en arrière, le visage sérieux, pas de faux sourire, pas de gentillesse étudiée, juste elle, seule. Elle serrait un sac en toile, portait des baskets trop propres pour avoir marché loin, et me regardait comme si elle n'était pas sûre que je la laisserais entrer. « Salut, dit-elle, je peux entrer ?» Je me suis écartée sans un mot. Elle est passée devant moi lentement, scrutant l'appartement comme si c'était une exposition de musée d'une femme qu'elle avait connue mais n'avait pas vraiment comprise. J'ai fermé la porte. Elle s'est retournée. Ils m'ont dit que tu étais partie parce que tu étais amère, que tu étais en colère qu'on ne te prête pas attention. Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai demandé doucement, « C'est ce que tu as cru ?» Elle a dégluti. Non, pas vraiment, mais c'était plus facile que de demander ce qui était vrai. J'ai hoché la tête parce que je connaissais trop bien ce sentiment. Elle s'est assise sur le canapé, a sorti un petit carnet de son sac et l'a ouvert. « J'ai vu ta vidéo, dit-elle. À l'école, quelqu'un me l'a envoyée.
Je ne savais même pas que c'était toi au début, mais ensuite tu as dit cette phrase. Le silence ne veut pas dire la faiblesse, et j'ai su. Le silence flottait entre nous comme une offrande de paix. Je suis désolée, a-t-elle murmuré, sans me regarder, pour tout ce que je n'ai pas demandé. Tu étais une enfant, ai-je dit. Ce n'était pas ton travail de voir ce que les adultes cachaient. Elle a alors levé les yeux, brillants de larmes. Je veux être ici avec toi. Pas pour une visite, pour un moment. Mon cœur a battu la chamade, prudent et plein d'espoir. Ils vont être furieux, ai-je dit, non pas pour lui faire peur mais pour m'assurer qu'elle le savait. Je sais, dit-elle, mais je suis fatiguée de prétendre qu'ils ont raison juste parce qu'ils crient fort. Elle a sorti son téléphone et m'a montré son dernier message à Laetitia. Si en grandissant je traite les gens comme tu traites mamie, alors je n'aurai rien appris qui vaille la peine d'être gardé. J'ai expiré lentement, le genre de souffle qui ne vient que lorsque quelque chose de lourd se déplace enfin. J'ai une chambre d'amis, ai-je dit, et une brosse à dents supplémentaire dans le placard, si tu es sûre. Je suis sûre. Et c'est comme ça qu'elle a emménagé. Sans fanfare, sans bagage, juste un sac de sport emprunté et une fille prête à apprendre à quoi ressemble la force quand elle est douce, constante et libre. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. Soupe et croque-monsieur. Rien d'extraordinaire, mais ça avait le goût d'un nouveau départ. Après, elle m'a aidé à ranger la cuisine. Je l'ai surprise en train de regarder la vieille photo que je gardais sur le frigo. Elle bébé, moi la tenant avec des yeux larges et fatigués. Je ne m'en souviens pas, dit-elle. Moi si, ai-je répondu. Tu pleurais chaque fois que j'essayais de te poser. Alors je ne le faisais tout simplement pas. Elle a souri à cela, tranquillement. Plus tard, nous nous sommes assises sur le canapé avec des tasses de thé et des chaussettes dépareillées. Elle a posé des questions, des vraies. Quand as-tu su qu'il n'allait pas changer? Quand j'ai réalisé qu'il n'en avait pas envie. Elle a hoché la tête lentement. Je crois que j'avais besoin de voir quelqu'un partir pour croire que je pouvais le faire aussi. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ma vie. Il s'agissait de lui montrer à quoi ressemblait le fait de ne pas se contenter de peu. J'ai ouvert mon journal ce soir-là et j'ai écrit. Elle n'est pas venue me sauver. Elle est venue parce qu'elle a finalement reconnu la vérité. Et ensemble nous construisons quelque chose de réel à partir de l'honnêteté, pas de la culpabilité. Le lendemain matin, elle a fait le café. Et j'ai souri parce que maintenant, je ne survivais pas seulement, je passais le flambeau. Je n'ai pas eu de nouvelles de Paul ou de Laetitia pendant 3 jours, pas un appel, pas une visite, pas même un de leurs postes vagues et empoisonnés. Mais le silence des manipulateurs n'est jamais la paix. C'est la préparation. Et bien sûr, le 4e matin, Émilie est entrée dans la cuisine, son téléphone à la main, le visage pâle. Ils disent que tu m'as endoctriné. J'ai levé les yeux de mon thé. Qui, ils? Elle a hésité. Papa, maman, ma tante, quelques cousins. J'ai soupiré. Bien sûr qu'ils le disent. Parce que dans leur monde, la vérité n'est jamais autorisée à se suffire à elle-même. Elle doit être éditée, discréditée, recadrée à travers des larmes et des crises de colère jusqu'à ce qu'elle ne menace plus leur confort. Émilie s'est assise en face de moi, les yeux grands ouverts d'une fureur silencieuse. Ils ont dit que tu me manipulais pour attirer l'attention. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri d'un rire sec et fatigué. Je leur ai donné de l'attention pendant 40 ans. Ils n'ont jamais appris à vivre sans. Elle a penché la tête, confuse. Tu n'es pas en colère. J'en ai fini d'être en colère, ai-je dit. C'était le prix à payer pour avoir besoin d'eux. Et je n'ai plus besoin d'eux. Émilie a baissé les yeux sur son thé. Tu veux que je les bloque? Non. Laisse-les regarder. Laisse-les se demander. Parce que ce qui leur faisait le plus peur, ce n'était pas que je sois partie, c'était que je ne me sois jamais retournée. Ils continuaient à diffuser des récits comme du ciment frais, essayant de figer la forme de leur innocence avant que la vérité ne durcisse entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais j'avais déjà coulé mes fondations, et Émilie, elle, avait posé le pied dessus volontairement. Cet après-midi-là, j'ai reçu une lettre non manuscrite, pas aimable, tapée à la machine, d'apparence légale une demande formelle de médiation familiale signée par un avocat que je ne connaissais pas. À l'intérieur se trouvaient des accusations vagues, des préoccupations concernant l'influence émotionnelle exercée sur Émilie, le comportement erratique et les commentaires publics récents de Marguerite Durand suggérant la possibilité d'une instabilité sénile affectant les décisions successorales. C'eût été risible si ce n'avait pas été si venimeusement intentionnel. Il n'essayait pas seulement de reprendre le contrôle,
ils essayaient de me peindre comme instable, ingrate, inapte. J'ai tendu l'enveloppe à Maître Le Goff lors de notre prochaine réunion. Elle l'a lu 2 fois, puis l'a posé doucement sur son bureau comme si c'était un fruit pourri. Du désespoir, dit-elle. Vous avez coupé leur accès. Alors ils attaquent votre crédibilité. Peuvent-ils faire quelque chose? Ai-je demandé. Non, dit-elle, calme comme toujours. Vous avez pris chaque décision légalement, avec clarté et par écrit. Mais je répondrai formellement juste pour leur montrer que vous n'êtes pas seul. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Émilie, chaque clause que j'avais signée, chaque étape que j'avais franchie, chaque moment où j'avais douté de moi jusqu'à ce que je ne doute plus. Elle a tout écouté. Quand j'ai eu fini, elle m'a serré dans ses bras, non pas par pitié, mais par respect. Quoi qu'ils disent, a-t-elle murmuré, ce n'est pas plus fort que ce que je vois ici. Et c'était ça, n'est-ce pas? Pendant si longtemps, j'avais essayé de m'expliquer à des gens qui n'avaient jamais voulu me comprendre. Maintenant, je n'avais plus rien à expliquer. La vie que je menais le prouvait. Au moment où l'été est arrivé, ils avaient tout essayé, me faire honte publiquement, me discréditer légalement, utiliser Émilie comme un pion, se peindre comme les héros épuisés qui avaient tant essayé. Mais plus ils criaient, plus je devenais silencieuse, et plus je devenais silencieuse, plus les gens les remarquaient, eux, pas moi. Parce que rien ne déconcerte plus les manipulateurs que lorsque la personne sur laquelle ils ont bâti leur contrôle devient soudainement immobile. Ils pensaient que ma paix signifiait qu'ils avaient encore le temps de redorer leur image. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait que j'avais déjà fermé la porte. Et puis est venu le moment où ils l'ont vraiment réalisé. C'est arrivé à la bibliothèque, encore. J'étais au comptoir d'accueil, revenant de ma pause, quand j'ai entendu une voix familière aboyer sur l'un des bénévoles. Je sais qu'elle travaille ici. Je veux juste 5 minutes. 5 minutes. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Paul. Je suis entré dans le champ de vision, et toute la pièce s'est tue. Il avait l'air pire qu'avant, les yeux cernés, les cheveux en désordre, les manches à moitié retroussées, comme s'il était venu de quelque part en urgence mais ne pouvait pas décider pourquoi. Quand il m'a vu, il a même souri, un sourire forcé, désespéré, qui m'a rappelé chaque moment où j'avais confondu le bruit avec la sincérité. « Maman, dit-il en s'avançant, les mains tendues comme si nous jouions encore à faire semblant. Parlons, s'il te plaît, juste nous deux. » J'ai gardé mes distances. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Son sourire s'est fissuré. « Alors c'est ça? Tu jettes juste ta famille? » « Non, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de l'attendre à des gens qui l'utilisaient comme de la monnaie. » Il a regardé autour de lui, soudain conscient des yeux braqués sur nous. « On n'a pas besoin de faire une scène. Alors arrête d'en faire une. » Ai-je coupé? Parce que chaque fois que tu te présentes sans y être invité, tout ce que tu prouves, c'est le peu de respect que tu as pour les limites. La bénévole derrière le comptoir s'est éclairci la gorge. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. » Paul m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai pu voir le moment où la réalité a fait son chemin. Il n'avait plus aucune emprise, aucun levier. Aucun secret dont j'avais encore honte, aucune peur qu'il pouvait manipuler. Il a reculé en marmonnant. « Tu as changé. » Et j'ai souri, doucement mais sans broncher. « Non. Tu n'as juste jamais pensé que j'arrêterais de te donner le meilleur de moi-même alors que tu continuais à offrir le pire de toi. » Il s'est retourné et est parti sans un autre mot. Cette nuit-là, je n'ai rêvé de rien, pas du passé, juste de l'immobilité. Ce qui, pour une fois, n'était pas vide. Ce soir-là, j'ai écrit la dernière entrée dans un nouveau journal, celui que j'avais commencé le jour où j'ai signé les papiers retirant Paul et Laetitia de mon testament. La neige tombe, mon thé est chaud, mon nom est de nouveau à moi, et pour la première fois de ma vie, personne qui m'a laissé partir ne me manque. Non, pas même un peu. Parce que la liberté ne rugit pas toujours. Parfois, elle murmure à travers la neige qui tombe, « Tu as fait ce qu'il fallait. » Et cette fois, j'ai écouté.